Bonjour, bonjour, bienvenue dans les chroniques d'une campagnarde au Japon. Vous êtes sur Radio Dragon, 104.4 et 96.8. Pour ce 6e épisode, je vais vous parler de mon sujet préféré, tabemono, de taberu, c'est-à-dire manger, et mono, des choses, les choses que l'on mange, c'est-à-dire la nourriture. Maintenant que j'y réfléchis, j'aurais pu appeler cet épisode Nihon Ryori, c'est-à-dire la cuisine japonaise, ou même washoku. Comme j'en ai déjà parlé, ajouter le kanji wa rajoute un aspect japonais. Shoku, c'est le repas, donc washoku, c'est le repas traditionnel japonais. Et de la même façon, sachant que fuku, c'est les vêtements en général, wafuku sont les vêtements traditionnels japonais, comme les kimonos, shitsu, c'est une pièce, alors washitsu, c'est une pièce traditionnelle japonaise, avec des tatamis. Voilà, vous comprenez la technique, mais du coup j'ai choisi le terme tabemono. J'ai vécu une immense histoire d'amour avec la gastronomie japonaise, et quand je suis en France, la cuisine japonaise me manque terriblement. Mais quand je suis au Japon, la nourriture française me manque terriblement aussi. Donc, en conclusion, je ne sais pas laquelle je préfère. Du coup, j'ai cherché un poème à la gloire de la nourriture, et j'ai trouvé un poème de Matsuo Basho. Asagao ni ware wa meshiku otoko kana. Asagao, c'est la morning glory en anglais. Gloire du matin, littéralement. En français, cette fleur n'a pas vraiment un nom poétique. En vrai, c'est la hippomée tricolore. Meshi, dans le poème, c'est le mot repas, essentiellement utilisé pour les hommes. Et otoko kana, c'est tel l'homme. Donc dans l'ordre, ça donnerait « Je suis le genre d'homme à manger son repas face au morning glory ». Asagao ni ware wa meshiku otoko kana. En 2010, la gastronomie française entre dans son entièreté dans le patrimoine immatériel de l'humanité. Rien de surprenant, la gastronomie française est l'une des plus influentes au monde. En 2013, le washoku fut également ajouté à la liste, en particulier le menu de Nouvel An, qui est certes un menu très varié et très raffiné, un peu à l'image de la cuisine japonaise dans son ensemble d'ailleurs. La cuisine japonaise est née il y a 2000 ans. L'influence principale est bien sûr la cuisine chinoise. On consomme massivement du riz depuis l'ère Heian, mais elle s'est ensuite ouverte à la cuisine occidentale. Manger de la viande et du poisson était interdit. En 675, l'empereur Tenmu interdit formellement de manger les chevaux, les chiens, les singes et les poulets. La cynophagie, c'est-à-dire la consommation de chiens, est interdite depuis le 7e siècle. En France, elle a été interdite au 20e siècle seulement. Donc voilà, j'en profite pour glisser une anecdote géniale à propos des chiens. En Chine, on mange du chien. J'ai vu d'ailleurs des photos d'un ami qui est allé en Corée. Il y a de véritables marchés aux chiens où on choisit son animal et il est égorgé devant nous et on repart avec son cadavre. Ça m'a complètement dégoûté. Donc par extension, les gens pensent qu'on mange aussi du chien au Japon. Si on en mange en Chine, qu'on en mange en Corée, alors forcément, on en mange au Japon. Alors, pour la petite histoire, quand j'étais assistante de professeur de français à Fukuoka, les élèves apprenant le français avaient à étudier un chapitre sur la nourriture en France. On débattait alors des différentes viandes, et les Japonais constatent avec dégoût que nous consommons du lapin. Et oui, pour les Japonais, le lapin est un animal de compagnie. Pour eux, c'est comme si on mangeait du chat ou du chien. Comme quoi, on est toujours le barbare de quelqu'un d'autre. Et une des élèves me dit « Mais vous mangez du chien en France, non ?» Alors je lui réponds avec horreur que non, que chez nous, on pense que c'est eux qui mangent du chien. Conclusion, les Japonais ne mangent pas plus de chiens que les Français. La base de la cuisine japonaise est donc le riz japonais, qui n'est pas du tout le même que les autres riz utilisés ailleurs en Asie. Le riz japonais est cultivé essentiellement au Japon. Il est d'ailleurs si important que le mot gohan, qui veut dire repas, est aussi le même mot pour désigner le riz cuit. Le riz japonais a la particularité d'avoir des grains presque ronds qui deviennent un peu collants à la cuisson, suffisamment pour que les grains adhèrent entre eux pour pouvoir les manger avec des baguettes. Mais pas gluants au point d'être tout écrasé et pas bon. Le reste est composé d'aliments de saison, principalement du poisson, des légumes, des pickles, c'est-à-dire des légumes marinés. En tout, il y a 5 façons de préparer les aliments. Yakimono, littéralement les choses sautées, grillées, comme les yakisoba, c'est-à-dire des nouilles sautées. Ensuite, agemono, les aliments frits avec de la chapelure, comme les tempura. Suimono, les aliments en eau,
littéralement liquides, en fait, comme la soupe miso. Les tsukemono, les aliments en saumure, comme les prunes umeboshi qu'on fait macérer, ou aussi le radis japonais. Et enfin, les aliments crus, comme le poisson sur les sushis. Au 9e siècle, on commence à manger du poisson cru coupé en tranches. Les sushis viennent à l'origine de la conservation du poisson. Une fois salé, il est placé dans du riz vinaigré qui le conservait. Mais le sushi apparaît tel qu'on le connaît maintenant seulement au 15e siècle. Ce n'est donc pas un mets ancestral, comme certaines personnes veulent bien le dire. Le maki apparaît seulement au 18e siècle. Et c'est seulement avec l'empereur Meiji, en 1854, que les Japonais recommencent à manger de la viande. Les éléments qui reviennent dans les bento sont le poisson, en général du saumon cuit, la viande, le poulet frit japonais, des saucisses, les légumes comme les carottes, les tomates, les œufs qui sont aussi très présents, que ce soit durs ou sous la forme d'omelettes japonaises roulées et parfois crues au petit déjeuner. Pour les féculents, il y a en général des pâtes et bien sûr du riz. Et parfois, dans la part de riz, on ajoute des graines de pavot, de sésame ou même une prune marinée au milieu, parce qu'une prune rouge sur un rectangle de riz blanc, ça évoque le drapeau japonais. D'ailleurs, quand on achète les bento, les saveurs sont faites pour ne pas être mélangées, et donc on sépare les ingrédients avec des feuilles de salade ou avec des décorations en plastique. On utilise aussi ces petits trucs en plastique vert en France pour séparer les différents types de sushis pour ne pas mélanger les saveurs. Et oui, vous savez maintenant pourquoi il y a des petits morceaux de plastique quand vous achetez des sushis. On découpe aussi les carottes en forme de feuilles d'érable ou en forme de fleurs de cerisier au printemps, encore selon la saison. Dans le cas des bento pour enfants, pour rendre le bento appétissant, on peut découper des saucisses en forme de poulpe, faire des yeux sur les sushis, mettre des œufs durs dans un moule qui leur donne des formes d'animaux, mettre du nori sur du riz pour faire des pandas. Le bento est un véritable art au Japon. Les Japonais ont définitivement le sens du détail pour leur panier repas. La première chanson que j'ai choisie s'appelle Flavor of Life, la saveur de la vie. Elle est chantée par Utada Hikaru, chanteuse connue depuis plus de 25 ans au Japon. Très connue pour avoir une voix qui fait pleurer. Cette chanson est tirée d'un jeu vidéo que les plus grands fans reconnaîtront. Arigato to kimi ni iwareru to nante kusetsunai sayonara no ato mo tokeru mahou awaku horonikai the flavor of life, the flavor of life. Tomodachi demo恋人でも内中感じてる収穫の日を夢見てる青いフルーツあと一歩が踏み出せないせいでじれたいの「
La saisonnalité est donc au centre de la nourriture japonaise, ce qui fait que les supermarchés proposent toujours les fruits, les légumes, mais aussi les plats faits à base de produits de saison. Les plats tout prêts comme les bento, ces boîtes repas qui contiennent tout ce qui est nécessaire pour une journée, sont différentes chaque mois de l'année, ce qui nous préserve de toute lassitude. C'est valable pour les fruits des plantes, mais aussi pour les fruits de mer et poissons en général, puisque les poissons sont soumis aux migrations. Les pousses de bambou en été, citrouilles, kaki et châtaignes en automne, fugu en hiver, gâteaux à la fleur de cerisier au printemps, etc. La préparation et la présentation est aussi importante que la nourriture elle-même, tout comme l'équilibre entre les goûts, les textures, jusqu'aux couleurs et formes des plats. La gastronomie japonaise est si complexe qu'elle a même inventé un concept qui est aujourd'hui mondialement reconnu par les grands chefs, l'umami. L'umami est considéré comme la 5e saveur, en plus du sucré, salé, acide et amer. Umami veut d'ailleurs dire savoureux. On obtient ce goût unique en combinant des aliments qui produisent du glutamate et un certain type de nucléotides qui, en entrant en contact avec la langue, déclenchent une sensation appétissante. C'est un goût de bouillon de viande qui dure en bouche et qui a la capacité à équilibrer et arrondir un plat. La première fois remarquée dans le dashi, composé de bonites séchées, d'algues kombu, la sauce soja, les viandes fumées, les champignons shiitake, le thé vert matcha, le chou chinois, les crustacés, les tomates mûres, les épinards, tous ces aliments ont aussi la saveur umami. L'utilisation des condiments, des épices et des sauces participe beaucoup à ce goût unique. Les assaisonnements japonais sont très réputés. D'ailleurs, le riz n'est pas toujours consommé blanc. Des fois, on y rajoute de petites épices en sachet mélangées avec de tout petits bouts d'algues, ce qui permet de faire comme si on savait cuisiner quand on ne le sait pas, n'est-ce pas ? Les régimes végétariens au Japon sont assez rares. Bien que j'en ai rencontré quelques-uns, il est assez difficile d'être végétarien, même si tous les plats contiennent beaucoup de légumes, puisqu'ils contiennent aussi de la viande ou sont macérés dans des dérivés de poisson ou de viande, et on a des flocons de bonite dessus, la bonite qui est un poisson. La cuisine bouddhiste traditionnelle est végétarienne puisqu'ils s'interdisent encore le poisson et la viande. Au contraire de la France où on place un grand plat après l'autre et où chacun se sert dans son assiette, au Japon il y a plusieurs petits plats en même temps et on pioche avec ses baguettes dans le plat pour porter le tout dans une petite assiette pour y ajouter de la sauce avant de le porter à sa bouche. Il y a toujours un bol chacun avec du riz et chaque grand plat est divisé en petits plats pour que les saveurs ne se mélangent jamais. Dans le restaurant, c'est pareil. Au Japon, un plat peut donc être l'entièreté du repas. Ce n'est pas aussi complexe qu'en France avec entrée, plat, fromage, dessert. Il y a un truc qui fait la spécificité du Japon au niveau des restaurants et que j'adore. Dans chaque restaurant, ou plutôt devant, à l'extérieur, il y a des plats en cire super réalistes qui représentent fidèlement les plats que propose le restaurant. Comme ça vous permet de visualiser les plats d'un restaurant et de le faire avant d'entrer. Et parfois, il y a même des numéros. Comme ça, vous avez juste à dire « je veux le plat numéro 32 ». Si vous ne savez pas dire le nom du plat en japonais, c'est pratique. Et c'est aussi original. Ça surprend au début, mais comme beaucoup de choses, ça devient normal. En revanche, ce à quoi j'ai du mal à m'habituer, c'est qu'il n'y a pas de sacralisation du repas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en France, on met beaucoup de temps à manger. Le repas, c'est l'occasion de se retrouver en famille, de parler, bref, c'est un moment sacré et en général, ça dure longtemps. Au Japon, souvent, on travaille et on n'a pas le temps de manger. Les baguettes permettent de manger très vite et dans la plupart des restaurants, on est servi très efficacement. Tout concorde pour que les salariés mangent et puissent retourner au travail rapidement. Il y a aussi d'autres circonstances. Si on est seul, on peut manger rapidement dans les combini au Japon. Par exemple, il y a une grande variété de pots de nouilles différents qui ne coûtent rien et qu'on peut manger très rapidement et très efficacement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de sacralisation du repas lui-même qu'il n'y a pas d'importance de la nourriture. En effet, les Japonais accordent beaucoup d'importance à ça. Ils aiment la variété, ils aiment goûter de nouvelles choses. Sortir pour aller au restaurant, c'est une activité que l'on fait entre amis, surtout vu le prix des restaurants, c'est même complètement un loisir. Saviez-vous qu'il y a plus de restaurants à Tokyo que dans n'importe quelle ville au monde ? Tokyo est la ville avec le plus de restaurants étoilés au monde. À elle seule, elle a plus de restaurants étoilés que New York, Londres, Hong Kong, Singapour. C'est-à-dire un total de 230 restaurants. La seconde ville est Paris avec 123 et la troisième est Kyoto avec 103 restaurants étoilés.
Depuis 2011, le Japon a dépassé la France en matière de restaurants 3 étoiles au guide Michelin, 14 à Tokyo. Tabe-haruki désigne le fait de manger, taberu, et de marcher, harukimasu. Tabe-haruki, c'est donc un loisir qui consiste à faire du tourisme gastronomique, chose que j'adore faire. Mais comment mange-t-on au Japon? En ce qui concerne les arts de la table au Japon, comme presque dans tous les pays, j'ai envie de dire, la table obéit à des règles strictes. Le bol de riz doit être placé à gauche et la soupe miso à droite. La paire de baguettes est face à nous devant, la pointe à gauche reposant, de préférence sur un repose-baguette. Naturellement, on ne pointe jamais les baguettes sur quelqu'un, c'est un signe de défi. On ne lèche pas non plus les baguettes, elles servent à porter la nourriture à sa bouche. Il ne faut pas les manger. Il va sans dire qu'il faut absolument apprendre à manger avec des baguettes, parce que vous n'aurez pas de couteau, fourchette dans les restaurants. Comme si vous alliez dans un restaurant français en France et que vous demandiez des baguettes. C'est pas possible, ça n'a pas de sens. Et après tout, c'est pas si compliqué et c'est plutôt instinctif. Personnellement, j'aime bien arranger ma table après le repas. Ça simplifie la vie de la personne qui débarrasse et ça fait plus propre, ça donne une bonne image. Même si tous les Japonais ne le font pas. Pour moi, en tant qu'étranger, on se doit de montrer une image encore meilleure pour être encore mieux accepté. La plupart du temps, les Japonais nettoient la table avant et après leur passage avec des lingettes pour que ce soit propre, surtout quand ils ont des enfants. Ça me fait penser que de voir tant de propreté et de respect nous donne toujours envie de l'être aussi. Je sais que c'est terriblement tentant, mais on ne met pas de sauce dans le riz pour en faire une sorte de bouillie. Il se consomme blanc. Il ne faut pas gâcher sa saveur, son parfum. De la même façon, je sais que ça vous tente, mais quand vous mangez des sushis, ne faites pas de sauce à base de wasabi, soja, gingembre, burk, non. Et on ne se passe pas la nourriture de baguette à baguette. Ça fait référence aux morts. Après la crémation, on utilise les baguettes de la personne défunte pour mettre les petits os restants dans l'urne. Donc c'est le geste le plus horrible que vous puissiez faire à table, ce n'est pas une blague. De la même façon, pour signifier le dernier repas du mort, on plante les baguettes dans le bol. Ça évoque aussi les bâtons d'encens plantés pour les morts. Donc quoi qu'il puisse arriver, ne plantez jamais vos baguettes, posez-les à côté de votre bol. Faire du bruit en mangeant ses nouilles, c'est plus que bien vu, c'est normal et nécessaire. Ça montre qu'on apprécie notre repas. Je n'y arriverai jamais. Je n'arrive pas à m'habituer à cette coutume, mais ça permet aussi de ne pas se brûler car le bruit provoque aussi un souffle qui refroidit les nouilles quand on les mange. Manger et boire dans la rue, c'est très mal vu. Même chose dans les transports, on évite ainsi d'en mettre de partout. On ne trouve jamais de couteau sur une table, on mange exclusivement avec les baguettes. Les couteaux n'appartiennent pas à la table à manger. Les couteaux japonais sont très réputés, mais ils doivent rester à la cuisine. On coupe les mets avant de les servir sur la table. Dans certains restaurants, comme à Kyoto, on vous propose des tables occidentales, comme chez nous, et de l'autre côté, des tables traditionnelles, devant lesquelles il faut enlever ses chaussures et s'asseoir sur le sol, sur ses genoux, comme les Japonais, ce que je n'arriverai jamais à faire. Quand on commence le repas, la tradition est de dire « itadakimasu ». C'est littéralement la façon la plus polie de dire « je reçois » pour remercier la personne qui fait le repas. Il est important de complimenter l'apparence du repas puisque les couleurs et les textures sont d'abord un régal esthétique. Pour les mêmes raisons, on dit à la fin du repas « Gochisou-sama » ou « Gochisou-sama deshita », c'est-à-dire « c'était un festin », pour signifier à son hôte qu'on a apprécié le repas. Et même au restaurant, il est poli quand on quitte le restaurant de dire ça, en général, tout le monde vous remerciera. Quand on boit ensemble, on dit « kanpai », c'est l'équivalent de « santé ». Et ah oui, quand vous êtes au Japon, on ne dit pas « chin-chin » quand vous trinquez. C'est littéralement le mot des enfants qui se traduit par « zizi ». Bon, pour recentrer le sujet, il y a plusieurs traditions concernant la nourriture au Japon. Il y en a une qui me plaît plutôt, ce sont les omiyage. Les Japonais adorent ramener des souvenirs gustatifs des régions qu'ils visitent. Ce qui est très bien quand on est dans une entreprise. Chaque lundi, il y a des gens partis en week-end qui rapportent les spécialités des autres préfectures. Ce sont de superbes boîtes bien emballées avec des tas de délicieux biscuits dedans. La spécialité de Fukuoka sont des petits poussins fourrés. Ça peut être aussi des langues de chat, des mini Mont Fuji, une infinité de possibilités, ce qui permet de découvrir les différentes régions. Et le type de nourriture qui est spécialement inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, c'est ce qu'on appelle Osechi Ryori, c'est-à-dire la cuisine de Nouvel An.
Cette tradition date de l'ère Heian à partir de 794. La nourriture de Nouvel An est reconnaissable car les boîtes utilisées sont carrées, superbement décorées et elles sont empilées les unes sur les autres puisqu'il y a une grande variété de plats. En fait, à l'origine, dans les 3 premiers jours d'une nouvelle année, il est interdit de cuisiner. Mais l'aspect religieux ayant disparu, les gens cuisinent parfois, mais le plus courant dans les grandes villes, c'est de commander au supermarché. C'est donc les supermarchés qui cuisinent pour vous. C'est incroyable le nombre de catalogues de publicités sur le Osechi qu'on peut voir à l'approche du Nouvel An. Chaque boîte est donc divisée en petits carrés et dans chaque petit carré, il y a des mets délicieux comme des sushis, des marrons, des crevettes mijotées, de la dorade grillée, des tsukemono, des pâtisseries japonaises traditionnelles. Une des boîtes contient généralement un homard entier avec ses accompagnements. Chaque mets a une signification. L'algue kombu est associée à la joie à cause de son nom qui ressemble à yorokobu qui signifie joie, le sésame noir qui signifie la santé, ou encore le kamaboko, un gâteau de poisson grillé, quand on le découpe ça fait un motif, généralement une spirale, mais pour le Nouvel An, il est rouge et blanc car il évoque le drapeau national. C'est vrai que ça donne tellement envie, mais je pourrais sans doute jamais en manger, n'ayant pas chez moi une famille japonaise. Pause musicale avec un groupe qui s'appelle Bump of Chicken. Un groupe que j'aime beaucoup, ils ont avoué que leur première inspiration était les Beatles. Le chanteur a une voix super romantique, ils sont systématiquement dans le top 10 quand ils sortent un titre. La chanson c'est Hello World, qui est restée plusieurs semaines au top des charts. 扉開けばねじれた昼の夜昨日どうやって帰った体だけが確かおはようこれからまた迷子の続きになれた知らない景色の中でもうダメって思ったから割となんだかやれてる死にきらないくらいに丈夫なんかちょっと恥ずかしいやるべきことは忘れててもわかるそうしないととても苦しいから顔を上げて黒い目の人君が出たから光は生まれた選んだ色で塗った世界に囲まれていられない傷の意味はどこだろうご自分だけがヒーロー世界の
Avec cet engouement pour la nourriture, pourquoi sont-ils si minces? C'est vrai que c'est encore une question qu'on me pose souvent. Pourquoi les Japonais sont si minces? C'est vrai quoi! Si les Japonais accordent tant d'importance à la nourriture, pourquoi ils sont pas comme les Américains? Le Japon est le pays avec le moins d'obèses au monde. Alors, c'est tout d'abord une histoire de morphologie. Aussi, on va pas se leurrer d'habitudes alimentaires. Les Japonais mangent sain en général, peu gras et limitent plus la viande rouge. Peu de produits laitiers aussi, mais en contrepartie, ils mangent plus salé puisque beaucoup de leurs plats sont issus de la fermentation. La sauce soja, le miso, les pickles, qui sont des fruits et des légumes marinés, donc beaucoup de sel. Mais les plats fermentés sont aussi bons pour perdre de la graisse abdominale. Ils consomment aussi du konjac, qui n'a pas de calories et qui provoque une rapide sensation de satiété. Et tous les desserts japonais sont sains. En général, des gâteaux crackers à base de riz. D'ailleurs, on en voit de plus en plus en France. Ils consomment aussi beaucoup de thé vert, qui n'est pas du tout sucré, et ils en consomment même des litres et des litres. Si c'était sucré, croyez-moi, ils seraient tous obèses. Les portions sont plus petites et mine de rien, ça y joue beaucoup. Parce que le premier facteur pour perdre du poids, c'est déjà de manger moins. Et quand on prend une habitude comme celle-ci, eh bien, ça reste. Et les Japonais ont l'habitude, pour compléter leur vie saine, de faire des exercices comme beaucoup de yoga, de la relaxation au quotidien, et même le début d'une journée de travail, il n'est pas rare de voir dans les parcs municipaux des gens faire du yoga tous ensemble. Rien que de les voir, ça m'apaise énormément. Il y a aussi un phénomène dont on parle peu, c'est que les fast-foods sont plus chers au Japon que les restaurants de ramen et autres restaurants japonais. Et oui, souvent, les gens allant dans les fast-foods choisissent la facilité parce que c'est pas cher. Et surtout, le Japon a accepté que les géants comme McDo pénètrent le marché à condition que le pays fixe les prix et que les menus soient adaptés à la culture japonaise. C'est pour ça que les fast-foods américains au Japon sont adaptés. C'est donc de la cuisine américaine à la sauce japonaise, si on peut dire. Ce qui fait que la plupart des fast-foods font au Japon de la cuisine japonaise, comme des burgers à la crevette frite, des milkshakes au thé vert, des burgers de bœuf ou porc sauce teriyaki, des nuggets de tofu, etc. Les pizzas sont souvent adaptées à ce que les Japonais aiment, ce qui nous paraît très bizarre, comme avec du maïs dessus, des crevettes ou de l'ananas. Les recettes s'adaptent au goût des Japonais et à la saisonnalité, puisque les Japonais aiment la diversité culinaire et le changement. Donc, souvent, il y a des menus en édition limitée. Je me souviens surtout des adaptations pour Halloween, avec des frites de patates douces, des menus à la citrouille. Pour les cerisiers, au printemps, on a le droit à de la mayonnaise rose ou à des McFlurry aux cerisiers. Il y a des chaînes de fast-food japonaises comme les Moss Burger, le Lotteria et le Freshness Burger qui ont des goûts originellement pensés pour les Japonais, comme des burgers au riz, des boissons comme le Fanta melon. Le revers de ça, c'est que dès qu'une personne est un peu ronde au Japon, comme c'est rarissime, elle est très vite montrée du doigt et victime de harcèlement. Mais il y a quand même des magasins grande taille qui se développent pour pouvoir habiller tout le monde. Qu'est-ce qu'on mange concrètement au Japon? As-tu des exemples de plats? Au Japon, c'est vrai qu'on mange que des sushis, donc... Non, mais non, c'est pas vrai. Ce qui énerve tous les gens étant déjà allés au Japon, c'est quand on nous dit « Mais c'est pas trop dur de manger que des sushis tous les jours ?» Comment peut-on penser qu'au Japon, on ne mange que des sushis? C'est la cuisine la plus variée au monde. Ils consomment de toutes les viandes, beaucoup de légumes, certes. Le riz est un peu l'équivalent du pain pour nous, mais clairement, ils mangent de tout. Je veux pas donner raison aux clichés, mais mon plat préféré, c'est le sushi. Pour 80% d'entre vous, vous savez ce que c'est. J'imagine que 60% d'entre vous en ont déjà goûté. Pour les autres, vous n'osez pas parce que vous vous dites « Ah, du poisson cru sur une boule de riz, c'est sans aucun intérêt !» Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je suis là donc pour expliquer. Le riz japonais, avec ses grains ronds, est vinaigré et on forme avec une boule selon une technique ancestrale. Et on peut y rajouter dessus des morceaux d'omelette, mais le plus connu chez nous, c'est en général une fine tranche de saumon cru ou une tranche de thon rouge. On trempe ensuite le poisson et seulement le poisson dans la sauce soja. On peut également ajouter du wasabi. Et il y a plein de variantes. On peut en trouver des sushis au poulpe, à la lotte, à l'anguille. Les possibilités sont infinies. Tant qu'il y aura des poissons, il y aura des sushis. Et évidemment, le poisson choisi varie selon les saisons.
Il ne faut pas oublier de manger du gingembre entre chaque sushi, ce qui permet de nettoyer la bouche pour ne pas mélanger les saveurs. Beaucoup de gens n'osent pas manger des sushis parce qu'on a peur du poisson cru. Et c'est une erreur parce que c'est une véritable explosion de saveurs en bouche. L'inconvénient, c'est que si vous n'aimez pas du tout le poisson, oui, ça c'est sûr, c'est mort. Mais pour ceux qui n'aiment pas le riz, au contraire, dans le même ordre d'idée, il y a les sashimi, qui sont des tranches de poisson cru marinées, et parfois on les met en chirachi, c'est-à-dire qu'on les arrange soigneusement, en général c'est plusieurs sortes de poissons en même temps, dans un bol, et c'est vraiment délicieux. En France, on mange aussi très couramment des makizushi, qui sont comme des sushis, mais enroulés. Et donc la particularité, c'est que la garniture est à l'intérieur, le riz l'entoure, et le tout est enroulé dans une feuille d'algue nori, cette espèce d'algue noire qu'on connaît tous. Et on a aussi les Californian Rolls qui ont été inventés aux États-Unis, mais restent assez rares au Japon. L'autre plat super connu qu'on a en France, c'est la soupe miso. Le miso est une pâte à base de soja fermenté qui a un goût salé, et je trouve ça vraiment très bon. On le dilue dans de l'eau chaude, ce qui donne un bouillon flou, plutôt esthétique. On y ajoute de l'algue wakame, des carrés de tofu, de l'oignon vert. Elle est consommée en toute saison dans la plupart des repas japonais pour terminer un repas, contrairement à chez nous où la soupe entame en général le repas. Le troisième plat le plus connu, ce sont les ramen. C'est le plus populaire, c'est presque un plat national au Japon. Ce sont des nouilles importées de Chine, jaunes et fines. Au cours des siècles, ce plat a été très japonisé. Le bouillon peut être au sel ou au miso, parfumé à la sauce soja principalement, et dedans on y retrouve des tranches de porc qui fondent dans la bouche, des œufs marinés, de l'oignon vert, des champignons, et parfois il y a aussi des ramen sans bouillon, ou des nouilles baignées dans l'huile. Il y a autant de types de ramen qu'il y a de préfectures, si ce n'est plus. Les udon, ce sont simplement mes pâtes préférées. Elles sont épaisses et blanches, totalement moelleuses en bouche, et peuvent être aussi agrémentées comme les ramen de plein d'ingrédients, comme un œuf poché ou même un curry japonais. Puisqu'on y est, le troisième type de nouilles, c'est le plus courant au Japon. Ce sont les soba, qui sont des nouilles au sarrasin. Elles peuvent être consommées chaudes dans un bouillon ou froides avec du wasabi à tremper dans une sauce. Il y a aussi les yakisoba, qui sont des nouilles sautées avec de la viande, du chou, des carottes. On les trouve souvent dans les festivals. C'est ce qui se rapproche le plus visuellement des nouilles chinoises. Il y a aussi des somen, qui sont comme les udon, mais plus fines. Elles sont considérées comme les nouilles de l'été, parce qu'on les fait glisser dans des tubes en bambou, et le but c'est d'arriver à les attraper avec les baguettes. Les tempura, c'est un plat d'origine portugaise, qui sont toutes sortes d'aliments enrobés dans de la farine et de l'œuf, cuits dans une friture d'huile. C'est le type de friture le plus sain au monde. La plupart du temps, ce sont des fruits de mer frits, mais aussi on y trouve de la patate douce, des carottes, du calmar. Le tout est croustillant à souhait et superbement savoureux. Kare rice. Kare, c'est le mot pour dire curry, et rice, c'est le mot pour dire riz. Donc ça vient de l'anglais. C'est juste du riz avec une sauce curry. Mais le curry japonais n'a rien à voir avec le curry de n'importe quel autre pays. Il est très doux, très raffiné. On le consomme la plupart du temps avec des oignons, des carottes et des pommes de terre. Moi qui n'aime pas le curry japonais est un vrai délice que je cuisine souvent. Les takoyaki, c'est un plat de rue très goûtu. C'est une plaque avec des ronds où on verse la pâte. On y ajoute un morceau de poulpe et avec une sorte de pic, on fait rouler la pâte très vite en même temps qu'elle cuit, ce qui donne des boulettes parfaitement rondes et fourrées au poulpe. On met de la bonite séchée dessus avec de la sauce sucrée et de la mayonnaise. C'est vraiment un plat que j'adore et si vous allez dans des matsuri, je vous conseille d'y goûter. Le shabu shabu. J'adore ce plat presque autant que son nom. Ce sont des tranches de viande très fines que l'on fait tremper dans un bain d'huile bouillante ou d'eau bouillante. Et quand on les fait frire, ça fait shabu shabu shabu. On agrémente ensuite les morceaux de viande de sauce sucrée et de graines de sésame, ce qui est absolument succulent. Il y a aussi dans le même ordre d'idée le restaurant de yakiniku. Yaki, c'est grillé et niku, c'est la viande. Yakiniku sont des restaurants de viande grillée où on fait griller la viande sur des grilles et non dans un liquide. Et la plupart du temps, on le fait soi-même, donc c'est à la fois ludique et appétissant. Les tsukemono, j'en ai déjà parlé, c'est les légumes saumurés. Quand vous allez au restaurant et que vous prenez un setto, donc un repas complet, souvent vous avez une petite assiette avec des légumes tout fripés. Ça peut être des cornichons, du concombre, des radis chinois,
ou une prune. Le goût est très fort, mais c'est vraiment délicieux. Les gyoza, c'est un autre plat venant de Chine. Vous connaissez les petites boulettes à la vapeur fourrées à la viande de Chine? Eh bien, moi je n'aime pas. Mais au Japon, on les a fait évoluer en forme de croissant et elles sont d'abord cuites à la vapeur et ensuite grillées. À l'intérieur, ça peut être fourré à la viande ou aux légumes et c'est vraiment super bon. Les onigiri, super connus pour être le repas facile à emporter, ce sont des boules de riz fourrées entourées d'algues nori. Elles ont une forme de triangle et elles peuvent être fourrées au thon, à la prune marinée, au saumon, etc. Là aussi, les possibilités sont infinies. Tamagoyaki, les omelettes japonaises, elles sont roulées et sucrées, très différentes des omelettes françaises et absolument délicieuses. Les donburi, qui désignent les bols de riz avec d'autres garnitures dessus. Ça peut être du bœuf tranché, des escalopes de porc pané, des tempura, du poulet avec de l'omelette, tout est possible. Le tonkatsu, qui est aussi très connu, c'est une côte de porc panée et frit. On la place sur un lit de choux hachés. Quand l'escalope est sur du riz, on l'appelle katsudon. Une de mes choses préférées, c'est le wagyu, le bœuf japonais, car wa, c'est le préfixe lié aux choses japonaises, et gyu, la viande de bœuf. Le bœuf de Kobe en est le représentant le plus connu. C'est en fait une race de wagyu appelée Tajima. Le bœuf de Kobe est donc un peu la gradation ultime pour les wagyu. Pour être estampillé wagyu par le chrysanthème impérial, il faut répondre à une série de critères très importantes comme faire partie d'une association d'éleveurs, etc. Je n'ai évidemment jamais eu l'occasion d'en goûter parce que c'est très cher, mais il paraît que la viande est si goûtue qu'à peine elle entre dans votre bouche qu'elle disparaît déjà. Le secret de cette viande est le soin apporté à l'animal lui-même, ce qui donne une viande avec un persillage unique et très grasse. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est si chère? Une viande de cette qualité, au goût de beurre et de noisettes, ça a un coût. Déjà parce que pour avoir des bêtes de cette race, c'est déjà rare, c'est pas de l'élevage intensif, ça c'est sûr. Il faut aussi nourrir un veau au lait jusqu'à 3 mois, puis avec des céréales, comme du maïs, du soja, du blé. Ensuite, on le masse, on met de la bière dans son eau et on lui fait écouter de la musique classique. On ne sait pas si ça améliore réellement le persillage de la viande, mais on le fait parce qu'on l'a toujours fait. Contrairement à ce qu'on croit, il serait bon pour la santé car il produit beaucoup d'oméga 3. Avant, la viande de Wagyu n'était commercialisée qu'au Japon, mais depuis 2012, elle l'est aux États-Unis et en Europe depuis 2014. 420 € le kilo. Ça peut aller jusqu'à 1000 € le kilo. Les spécialistes de la gastronomie considèrent que c'est un produit au même niveau que le caviar. Chaque région, voire chaque préfecture a ses spécialités en viande, en poisson, en crustacés, en préparation. Je me rappelle qu'à Fukuoka, il y avait un endroit qui s'appelait Ramen Stadium. C'est une sorte de centre commercial avec que des restaurants de ramen qui viennent de chaque préfecture. J'ai pas eu le temps de les goûter tous, évidemment. Le ramen, ça doit être le plat qui connaît le plus de variations régionales. Donc encore une fois, tout goûter, ça doit être vraiment un hobby à part entière. Il y a aussi un autre plat d'hiver, c'est le nabe, qui consiste en une sorte de pot-au-feu dans lequel on met des légumes, du chou chinois, des champignons, de la viande et aussi d'autres produits régionaux. L'okonomiyaki est une spécialité qui connaît de nombreuses variations aussi. Parce que c'est une sorte d'omelette, on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut, il n'y a pas vraiment de règles. Et on peut citer aussi le fugu, le poisson lune toxique, qui est l'emblème de Shimonoseki. Et le monjayaki, qui est la spécialité du Kanto, c'est l'équivalent de l'okonomiyaki, mais à Tokyo. Bon, je crois que j'ai environ résumé 1% de la gastronomie japonaise. Est-ce que ça vous donne envie ? On va faire une petite pause rock japonais avec un groupe non conventionnel que j'adore, qui s'appelle Asian Kung Fu Generation. Le chanteur est un petit intello à lunettes et ils font du rock super bien écrit et super complexe depuis plus de 20 ans. La musique s'appelle After Dark.
c'est quoi ce pays? Il n'y a pas de dessert au Japon? C'est vrai que le dessert n'est pas une tradition au Japon. Ce qui me désole, j'ai du mal à finir un repas sans dessert. Mais ça n'empêche pas les Japonais d'avoir toute une variété de desserts, que je vais pas vous citer tous, mais seulement certains, sans doute mes préférés. Les wagashi, encore le wa de Japon, en opposition à yogashi, qui sont les pâtisseries à l'occidental. Les wagashi sont des petites pâtisseries à l'aspect très raffiné. Elles sont en forme de fleurs ou de fruits de saison, comme fleurs de prunier, fleurs de cerisier, fleurs de tournesol, etc. Elles sont très délicates et très sucrées, car elles accompagnent la cérémonie du thé en contrebalançant ainsi le goût très amer du thé japonais. Le mochi, qui est à la base une pâte de riz gluant, avec de l'eau. Vous savez, c'est ce gâteau que l'on fait lors de certains événements où il y a un mec avec un maillet géant qui écrase une pâte de riz gluante et un autre qui, entre les coups de maillet, retourne la pâte pour qu'elle soit élastique. C'est dangereux, mais la pâte à mochi est super bonne, donc quelque part ça vaut le coup. Enfin, c'est comme les dango, c'est une sorte de brochette où on trouve généralement tricolore, les dango rose, vert et blanc, et c'est juste une pâtisserie faite à base de riz gluant, mais malgré cet adjectif qui ne rend pas hommage à cette pâtisserie, c'est vraiment très bon. Ces pâtisseries changent aussi en fonction des événements. Par exemple, on trouve début mars des sakura mochi, c'est-à-dire des mochi à la fleur de cerisier. Ils sont roses et granuleux en extérieur avec une pâte de haricots rouges à l'intérieur. La pâte de haricots rouges, justement, tout le monde a l'air de trouver ça dégoûtant parce qu'il y a le mot haricot dedans. Pourtant, les haricots rouges sont naturellement très sucrés et une fois réduits en bouillie et resucrés, ça donne une succulente pâte semblable à de la crème de marron. Et souvent, on la met entre deux pancakes et ça forme ainsi un dorayaki, une pâtisserie que j'adore. J'avais un peu peur de ne pas trouver de crème de marron, eh bien pas du tout. En automne, au Japon, les marrons sont rois, ce qui m'a ravie. Il y a d'ailleurs une pâtisserie japonaise traditionnelle excellente qui s'appelle le taiyaki. C'est une gaufre moelleuse en forme de poisson dans laquelle on met de la pâte de haricots rouges, mais c'est aussi désormais décliné en plein de saveurs, menthe chocolat en été, crème pâtissière ou même salée avec une saucisse. Tout est possible. Il y a aussi les momiji manju. C'est un gâteau fourré à la pâte de haricots rouges qui est en forme de feuilles d'érable pour célébrer l'automne. L'autre pâtisserie très très connue venant du Japon, c'est le melon pan, littéralement pain au melon, parce qu'il ressemble à un demi-melon. C'est une brioche jaune moelleuse. C'est une brioche jaune moelleuse qui peut parfois avoir le goût de melon, et dessus on rajoute une croûte croustillante et sucrée sur laquelle on fait des stries pour que ça ressemble à un melon. Pour les pâtisseries venant de l'étranger, on consomme le castella, un gâteau d'origine portugaise avec des tranches très carrées qui ressemblent à n'importe quel gâteau de chez nous. Et on consomme aussi le Baumkuchen qui vient d'Allemagne, dont le goût est assez similaire au castella, qui est donc circulaire avec plusieurs couches. Et enfin, un de mes préférés, le Mont Blanc, c'est-à-dire le Mont Blanc. Oui, c'est une pâtisserie française, je le découvre 2 ans après, mais comme tout ce qui existe au Japon, ils l'ont adapté pour ma plus grande joie. À la place de la meringue, que je n'aime pas, on a mis une sorte de base de gâteau moelleux, et ensuite une crème de marron et de noisettes, et ensuite encore une crème de marron disposée en filaments comme des spaghettis. Sur le dessus, on met aussi souvent un marron glacé. Bref, c'est tout au marron, un vrai délice. Pour déguster toutes ces délicieuses choses, vous pouvez aller dans de nombreux cafés qui proposent des gâteaux à l'occidental, dont les Japonais raffolent. Ce sont des gâteaux à plusieurs étages, à la fraise, à la crème, des Mont Blanc, des moelleux au chocolat. Pour les Japonais, c'est un peu un signe de luxe. Bien sûr, on trouve aussi des crêperies et aussi des endroits où on peut déguster des gaufres ou encore des glaces à l'italienne, des vrais. Mais c'est toujours un signe très très chic d'avoir des choses européennes pour les Japonais. Il faut savoir dégoter les endroits les moins chers. Il y a une dernière chose qu'il faut que j'évoque, c'est la popularité des Kit Kat. Plus célèbre au Japon que dans n'importe quel autre pays du monde. Si bien que les gens en oublient que c'est à la base américain et ils pensent que c'est japonais alors que pas du tout. Au Japon, les Kit Kat existent au thé vert, au chocolat blanc, à la fraise, au flan, au cheesecake à la fraise, au saké, au tiramisu, en édition limitée Mont Fuji, et aussi, encore une fois, ça varie selon les saisons. Par exemple, pour Pâques, il y en avait à la banane, pour Halloween, il y en a à la citrouille, certains sont faits pour faire cuire, certains sont avec des messages de réussite ou à offrir à votre amoureux pour la Saint-Valentin. Tout existe. Puisque tout existe, je vais vous faire écouter une artiste qui est devenue tellement connue au Japon pour son excentricité kawaii. Elle a fait des pubs pour le pudding et pour des tas de choses mignonnes, et elle est arrivée en France en 2012 avec la chanson Candy Candy. C'est Kyary pas mieux pas mieux.
Y a-t-il des trucs pas bons au Japon? La plus controversée de toutes les nourritures est la viande de baleine, mais il y a très peu de consommateurs de cette viande-là en réalité. Et le fait que les Japonais consomment 27 kilos par personne par an de poissons, certaines espèces sont donc en danger. Il y a aussi quelques nourritures qui n'ont pas l'air appétissantes, je pense à 2 choses que je n'aime pas, le natto, les graines de soja fermentées avec une texture très gluante que certains Japonais mangent au petit déjeuner, ça pue réellement, il n'y a pas d'autre mot, mais c'est super bon pour la santé. L'autre spécialité c'est l'oursin, uni. On en mange aussi en France, mais ça sent réellement les égouts, je trouve cela immangeable. Les insectes ne sont quasiment jamais consommés par les Japonais, je n'en ai jamais vu, mais il paraît que dans des restaurants très obscurs, on peut en trouver, et on peut trouver aussi un endroit où on mange des sashimi qui sont encore presque sur l'animal. Au Japon, contrairement à la Chine ou parfois à la Corée, avec les poulpes vivants, on ne mange pas de choses vraiment dégoûtantes. C'est en soi l'équivalent de manger de la grenouille et des escargots en France. Rien de choquant, enfin pour moi. Par exemple, les Japonais mangent du tofu, qui est du soja fermenté, et les Chinois attendent que la fermentation soit beaucoup plus avancée, jusqu'à qu'il soit comme pourri, mais pas les Japonais. Après, il y a quelques mets hors du commun, mais absolument pas répugnants, comme de la glace au wasabi, du Pepsi au concombre, de l'alcool de serpent, des sandwichs aux nouilles. Après, ce n'est pas parce que c'est fermenté que ce n'est pas bon. Je sais que le mot fait peur, mais le fromage, c'est fermenté. La sauce soja, c'est super bon. Et à l'origine, c'est bien du soja fermenté. Et puisqu'on est dans les condiments, le wasabi, là aussi, beaucoup de confusion. Avant d'être une pâte verte qui se consomme avec les sushis, c'est une plante dont le nom veut dire rose trémière des montagnes. Elle est proche du réfort, on en utilise la tige, réduite en poudre, qui forme une pâte de wasabi. Les appellations comme moutarde japonaise sont donc un peu mensongères puisque la moutarde existe au Japon et ce n'est pas du tout ça. Tout ça parce que ça pique. Le mot réfort est aussi à éviter puisque le réfort c'est ce qu'on nous sert dans les restaurants chinois qui font passer ça pour des restaurants japonais et donc ils font passer le réfort pour du wasabi mais c'en est pas. Que boit-on au Japon? C'est vrai qu'après tout ça, cette question est légitime. Je dis souvent qu'il y a des pays de café comme la France et des pays de thé comme le Japon. Sachant que je n'aime pas le café, je suis contente que le Japon soit anciennement un pays de thé. Mais plus tellement en fait. Le Japon est le 9e pays buveur de thé au monde. Même s'ils sont parmi les plus grands importateurs de café, ils n'atteignent pas les premières places. Le thé arrive tout de même premier de la liste, rien d'étonnant. Il y a 1001 façons de consommer le thé au Japon. Étant une grande consommatrice de thé noir anglais, quand je suis partie au Japon, je me doutais que j'allais me régaler du thé japonais. Et la première fois qu'on m'a servi une boisson, c'était une sorte de liquide brun, d'odeur bizarre. Impossible de l'avaler. Son goût est resté accroché à mon palais et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et on m'a dit c'est du thé brun japonais. Non, c'était clairement des feuilles mortes écrasées. J'étais tellement déçue. J'ai ensuite goûté le thé vert si célèbre. L'impression de boire de la farine mais bien amère. Je suis donc désolée de vous dire que j'adore le Japon mais je déteste tous les thés au Japon. Impossible pour moi d'en boire un seul. Avec le thé, on fait aussi des desserts, des gâteaux au matcha qui sont très populaires. Mais au niveau alcool, je suis pas spécialiste, je ne bois pas, je sais une chose, encore un mythe que je détruis, mais le saké ne désigne pas le nom d'un alcool à 60 degrés qu'on vous sert dans les restaurants chinois, non. Le mot saké, en réalité, est le mot japonais pour dire alcool. Une eau de vie est saké, un whisky est saké, une bière est saké. D'ailleurs, la bière japonaise est assez réputée, comme la Asahi, Kirin ou Sapporo. D'ailleurs, le Japon est un pays de bière un peu comme le Royaume-Uni. Le fameux alcool de riz japonais s'appelle le Nihonshu, c'est-à-dire alcool japonais. Il se boit en toute saison, frais, entre 14 et 18% d'alcool. On est loin des clichés des restaurants en France. C'est ce qu'ils consomment comme nous consommons du vin. Il y a aussi le sochu, de l'alcool fort entre 25% et 45%, à base de patates venant du sud du Japon. À base de prunes, on a l'umeshu qui est aussi fort, qui est aussi moins fort que ce que l'on pense, entre 10 et 15% d'alcool. Le Japon est aussi un pays du whisky, c'est incontournable. D'ailleurs, le whisky japonais est en train d'arriver en France. Bon, sinon, c'est 20 ans l'âge autorisé pour boire, ce qui est pas mal, je pense. C'est aussi une grande différence entre le Japon et la France, c'est que je dis que je ne bois pas en France et on me dit « Pfff, tu sais pas t'amuser ». Mais quand je dis que je ne bois pas au Japon, on me dit « Mais c'est trop bien !» Ça fait réfléchir, non ? Bon, pour tous ceux qui sont des enfants responsables, les boissons sans alcool, il y a le Fanta. Je vous avais parlé du Kit Kat, et bien c'est pareil, les Japonais adorent les boissons déjantées. En France, on a seulement le Fanta orange, au Japon, on a le Fanta citron, banane yaourt, litchi, melon, raisin, qui sont des véritables tueries. Au sens littéral, parce qu'une boisson verte fluo, à mon avis, c'est du cancer en bouteille. Mais bon,
Plus sérieusement, je trouve ça tellement bon et ça me manque un peu cette folie au niveau des boissons. Conclusion, n'ayez aucune appréhension à goûter la nourriture japonaise qui est riche et raffinée. Commencez par goûter dans un vrai restaurant japonais en France. Je pense qu'il doit y en avoir à peu près 2, qui sont tous évidemment inférieurs au Japon, mais que voulez-vous? Envoyez-moi du fromage et du saucisson quand je repars au Japon, s'il vous plaît. Merci Cliff pour la technique et à bientôt sur Radio Dragon. Merci Roxane. Vous êtes sur Radio Dragon. À la semaine prochaine.